Bonjour Roger Martelly. Bonjour Pierre. À ce moment-là, normalement, de la Médina, je dis toujours merci d'avoir accepté notre invitation, mais t'es un peu chez toi ici, Roger. Je suis chez moi effectivement. Roger, tu es membre du comité de rédaction de la revue Regard et tu es surtout historien. Depuis le premier tour de l'élection présidentielle, on t'a pas vu beaucoup parce que tu as beaucoup travaillé. Tu as beaucoup décortiqué tous les résultats sur la quasi-totalité des 34 000 communes de la France métropolitaine. Tu as superposé les résultats d'ailleurs avec le scrutin présidentiel précédent. Un gros travail de recherche et d'analyse. Tu as publié ce travail-là sur le site de Regard. C'est en ligne depuis ce matin en accès libre. Tout le monde peut aller le consulter. Mais on avait voulu faire, on a voulu faire cette minale pour essayer aussi de décortiquer le gros de ton travail. Est-ce que tu peux nous résumer les principaux enseignements que tu en tires, ou peut-être d'abord commencer par quel est le premier grand enseignement que tu tires de ces travaux? Bien sûr, mais là on peut aller, j'allais dire, au plus simple, hein. C'est-à-dire, au fond, à l'issue de ce premier tour, ce qu'on constate, c'est d'abord qu'il y a trois candidats qui ont dominé la scène électorale, hein. Les trois candidats arrivés en tête cumulent près des trois quarts des suffrages exprimés, c'est énorme. Laissent derrière eux leurs concurrents très loin. Seul Éric Zemmour a franchi la barre des 5%, tous les autres sont au-dessous de la barre des 5%. Et ces trois candidats qui sont en tête représentent chacun une famille politique. Le paysage électoral français, comme cela s'annonce depuis 2017, n'est plus partagé en deux ou en quatre grandes familles politiques, mais en trois. En trois qui se présentent de la manière suivante. On va les passer en revue dans l'ordre j'allais dire, des résultats. Il y a d'abord une droite qu'on dira droite classique ou traditionnelle qui désormais est phagocytée par le phénomène Macron, qui a progressé depuis la dernière élection. Entre parenthèses, et les trois candidats arrivés en tête ont progressé tous les trois. Macron de 4 points, Mélenchon et Marine Le Pen de 2 points. Donc la droite traditionnelle est phagocytée par Macron. On a une extrême droite qui a hésité pendant plusieurs mois entre deux figures de proue possibles, Marine Le Pen et Éric Zemmour. Marine Le Pen l'a emporté de très loin et domine une extrême droite qui au total se trouve quand même au-delà des 32,6% et qui a progressé de 5 points par rapport à l'élection précédente, on y reviendra. Et enfin, à gauche, Jean-Luc Mélenchon qui domine une gauche plus divisée que jamais, qui a progressé par rapport à l'élection précédente, mais qui reste très au-dessous des niveaux qui avaient été le sien à l'occasion des élections présidentielles depuis qu'on élit le président de la République au suffrage universel. Donc, trois candidats arrivés en tête. Chacun de ces candidats représente une famille politique qui se partage donc le paysage électoral. L'ordre des trois candidats reflète le rapport de force entre les familles. La droite traditionnelle, loin devant, avec à peu près 36% des suffrages exprimés. L'extrême de droite qui suit derrière avec un peu plus de 32% et en troisième lieu la gauche avec 31,6%. Alors, ce qui est intéressant et surtout ce qui est frappant dans les travaux que tu as menés, c'est que se dessine une forme d'homogénéité du vote Macron, une implantation nationale pour Marine Le Pen dans les villes de moins de 100 000 habitants, mais surtout, principalement dans les villes de moins de 3 500 habitants, où elle fait ses meilleurs scores, et c'est vraiment beaucoup parce que ça représente près d'un tiers de la population et pratiquement l'essentiel des catégories populaires. Et Mélenchon, quant à lui, il est plutôt très fort dans les villes de plus de 50 000 habitants. Tu as parlé de progression tout à l'heure, tu as dit que tout c'était en progression. Les trois progressent par rapport à 2017, mais où se fait cette progression? Alors d'abord, revenons un peu dans la répartition qui est extrêmement intéressante, hein. Quand on regarde la manière dont se répartit sur le territoire métropolitain le résultat des trois, hein, de Macron, de Mélenchon et de Marine Le Pen, on trouve un phénomène qui est très intéressant. On a d'une certaine manière quelque chose qui relève des extrêmes. C'est aux deux extrêmes de la répartition, nous avons Mélenchon qui domine l'espace métropolitain. Il est nettement en tête dans les villes effectivement au-dessus de 50 000 habitants.
À l'autre extrémité, Marine Le Pen domine l'espace des villes petites et moyennes, moins de 3500 habitants, mais qui représentent un tiers à peu près de la population française totale. Et entre les deux, je dirais, entre ces deux extrêmes, Emmanuel Macron qui a des résultats qui sont des résultats assez cohérents. Donc on a deux électorats qui sont des électorats typés aux deux extrêmes, métropolitains, petites villes, et en position centrale, d'une certaine manière, Emmanuel Macron. Et je dirais que ça dessine de ce fait un phénomène que l'on va retrouver d'ailleurs, mais on en reparlera par la suite, du point de vue de la distribution sociologique. Distribution territoriale et distribution sociologique, pour une part se recoupent, même si ça n'est que pour une part, il faut être de ce point de vue assez prudent. On a beaucoup reproché, ou en tout cas on a beaucoup commenté l'idée que ni Jean-Luc Mélenchon, ni Marine Le Pen, ni Emmanuel Macron n'avaient réussi un ancrage territorial. Est-ce qu'à l'issue de ce scrutin présidentiel, on peut affirmer, on peut dire qu'il y a un début d'ancrage, d'enracinement, ou est-ce qu'il faut relativiser avec le mode de scrutin qui est celui de l'élection présidentielle? Il faut nécessairement, pour l'instant en tout cas, relativiser avec le mode de scrutin. Chacun sait que la logique qui est la logique présidentielle et la logique qui est la logique des autres élections n'est pas la même, y compris les législatives. Et déjà en 2017, on avait repéré, par exemple, pour ce qui concerne Jean-Luc Mélenchon, un décalage entre le résultat présidentiel et le résultat législatif. Nous verrons à l'occasion de cette élection comment ça se passe, mais nous sous-estimons pas le fait qu'il y a là des phénomènes qui sont des phénomènes d'ampleur non négligeable. Par exemple, si l'on décide de se poser la question à propos de Jean-Luc Mélenchon, qui est un de ceux qui, de ce point de vue, est l'un des plus intéressants du point de vue de l'analyse politique d'une élection comme celle-là. Jean-Luc Mélenchon fait au total une progression qui est une progression de 2 points sur son résultat précédent, alors que dans le résultat précédent, il était en alliance avec le PC. C'est dire l'importance de la progression qui est la sienne. 2%. Je dis tout de suite entre parenthèses, on peut se dire Marine Le Pen a connu la même progression, donc d'une certaine manière la progression de Jean-Luc Mélenchon est plus importante. Faisons attention au fait que Marine Le Pen a eu en face un concurrent qu'elle a battu, mais qu'elle n'a pas laminé. C'est-à-dire Éric Zemmour a quand même réussi à franchir la barre des 5%, a fait 7%. Entre parenthèses, il a joué parfaitement son rôle, qui était de tirer vers l'extrême droite une partie du vote de la droite traditionnelle qui ne pouvait pas aller encore, en tout cas, du côté de Marine Le Pen. Mais revenons à Jean-Luc Mélenchon. Il fait une progression globale de 2%. Mais en réalité, cette progression révèle d'énormes inégalités. De 2 points. Les 2 points, la progression des 2 points révèle d'énormes inégalités. D'abord, il faut partir de l'idée que la progression de Jean-Luc Mélenchon et son bon résultat tiennent d'abord à une progression spectaculaire à 2 endroits dans les territoires d'outre-mer où il double ses voix et où il augmente sensiblement son pourcentage. Et dans l'espace métropolitain, les grandes villes, et tout particulièrement dans l'espace francilien où il réalise les plus fortes percées, par exemple dans les départements franciliens, mais aussi dans les communes franciliennes, la plus forte percée. Donc, il est, progression très très forte dans ces espaces-là. Je dirais que dans ces espaces-là, d'une part, il a poursuivi quelque chose qui s'était amorcé dès 2012, où il avait commencé à s'ancrer dans l'espace des métropoles, ce que n'arrivait plus à faire le Parti communiste auparavant. Et deuxième idée, j'allais dire, il s'est installé de ce point de vue-là largement dans les habits d'un PC qui a disparu de la scène électorale comme ça. En revanche, dans les territoires des petites communes, d'une part, il n'a pas réussi dans ces territoires-là à récupérer, j'allais dire, complètement les héritages antérieurs, y compris celui du Parti communiste, et il connaît une relative érosion par rapport à son résultat de 2017. Rajoutons, ce qui n'est pas secondaire pour une réflexion en longue durée, que ces petites villes, moins de 3500,
sont par ailleurs, on en reparlera tout à l'heure certainement, des territoires qui sont marqués par la domination dans ces territoires des catégories populaires et notamment ouvrières. Et donc, ils progressent dans des espaces métropolitains, ils gagnent sur la jeunesse, ils gagnent en partie sur des milieux ouvriers. Les sondages semblent suggérer qu'il a fait un peu mieux que dans les élections précédentes, mais on ne peut pas dire qu'il a reconquis les catégories populaires, notamment ouvrières, et de ce point de vue-là, il n'a pas récupéré véritablement ce qui fut naguère le grand héritage du Parti communiste français. On va revenir justement sur les classes populaires, mais sur ce que tu disais justement sur les résultats très surprenants, presque historiques de Jean-Luc Mélenchon dans ce qu'on a appelé la ceinture rouge, les bastions historiques du Parti communiste français en Île-de-France. On peut dire qu'il a un peu réveillé la ceinture rouge. Et en même temps, ce que tu viens de nous dire, c'est que là où le PC faisait des très bons résultats, là où il y avait ses bastions historiques, Jean-Luc Mélenchon ne fait pas de si bons résultats. C'est quoi les éléments finalement pour comprendre ce phénomène, là où il réussit et là où il... Alors, comment dire, je suis incapable de donner une réponse complète à cette question. Peut-être des bouts de réponse, mais uniquement des bouts de réponse, pour deux raisons principales. Il y en a une qui renvoie à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est une élection particulière, une élection dans laquelle on a observé un phénomène qui est un phénomène rare, c'est-à-dire une progression réelle de Jean-Luc Mélenchon dans les territoires franciliens et notamment dans les municipalités communistes de cet espace francilien où il fait des résultats extraordinaires, tout à fait extraordinaires, qu'on n'avait pas connus depuis longtemps, même depuis, j'allais dire, de ce qu'était l'hégémonie du Parti communiste dans ces espaces, d'une part. Mais il nous reste quand même, deuxième, il y a une inconnue à partir de là. C'est ce phénomène, qui est un phénomène présidentiel en l'occurrence, va-t-il se reproduire sur d'autres espaces? Difficile à dire. Et difficile à dire pour quelque chose qui, pour l'instant, nous échappe encore. On sait que désormais, dans la vie politique, les votes ne traduisent que partiellement un phénomène d'adhésion. Et on sait que depuis quelques élections, la part de ce qu'on appelle parfois le vote utile, le vote de circonstance, le vote contre, enfin peu importe, hein, ce qui n'est pas un vote d'adhésion, occupe une part importante. Quelle est son importance dans le vote Jean-Luc Mélenchon, qui lui-même d'ailleurs ouvertement a travaillé le vote utile ou efficace? On ne le sait pas. Peut-être que pour une part, l'élection législative nous permettra de trancher à cette question. Mais je crois qu'on peut dire quand même quelque chose sur la dynamique de Jean-Luc Mélenchon. Le fait qu'il ait à ce point percé dans les grandes métropoles. Le fait que manifestement, il a touché les jeunes. On sait qu'à cette élection, les ouvriers ont continué à s'abstenir plus que la moyenne. En revanche, les jeunes ont voté largement. Et je pense que dans le cas des espaces franciliens, ils ont voté, et tout particulièrement Mélenchon. Et moi, je pense qu'il y a là quelque chose qui renvoie un peu à la longue durée et qui a été tout particulièrement actif, me semble-t-il, dans cette élection. Jean-Luc Mélenchon s'est emparé de thèmes qui sont des thèmes de la refus des discriminations, les questions à un moment donné des revendications qu'on a caricaturées avec l'appellation de wokisme ou d'islamo-gauchisme. Il s'étend pas plus l'écologie, la prise en compte réelle, sérieuse par Jean-Luc Mélenchon de l'enjeu écologique. Il a là, en quelque sorte, fait une sorte de creuset dans lequel des thèmes qui sont des thèmes particulièrement actifs dans la jeunesse sont apparus massivement dans l'espace politique, portés par lui, et d'une certaine manière, malgré eux, renforcés par les attaques de ses adversaires qui lui ont reproché précisément d'occuper de manière massive. Et je pense que dans les espaces plus jeunes, et notamment dans les grandes concentrations métropolitaines,
cette volonté cohérente qui a été la sienne pendant toute la campagne électorale n'a pas été sans effet. Encore une fois, il restera à voir si ce phénomène est un phénomène qui va s'inscrire dans la durée ou pas, mais d'ores et déjà, il a réussi quelque chose qui ne s'était pas fait jusqu'à présent. Sauf que, et là, nous en venons certainement à la question sociologie, sauf que, pour l'instant, dans les milieux populaires, et notamment dans le monde ouvrier, on ne peut pas dire que la grande reconquête par la gauche de ces catégories est aujourd'hui actée. Quand on regarde les résultats des communistes, le résultat de Fabien Roussel, il a fait à peu près 2,3%, mais aussi peut-être et surtout celui des socialistes, qui a fait avec la candidature d'Hidalgo, qui a fait 1,7%. Est-ce qu'on peut en déduire que Mélenchon a remplacé les deux forces politiques à gauche qui ont structuré la vie politique du siècle passé, PCF, PS? Difficile à le dire de cette manière. Pour une raison toute simple, c'est que pour répondre de manière globale à cette question, il faudrait considérer que chacune des forces qu'il a dominées à l'occasion de ces élections relève de la même logique, de la même histoire, j'allais dire de la même classification. Ça n'est pas la première au fond, on le sait que cette situation s'est posée. En 1969, le candidat communiste qui se présentait à l'époque comme le candidat de l'union de la gauche autour d'un programme commun, Jacques Duclos, avait laminé le Parti socialiste qui, par l'intermédiaire du malheureux Gaston Defferre, en était arrivé à 5%. Un parti qui avait dominé la vie politique française depuis les années 30, depuis le Front populaire, réduit à 5%. La gauche, à ce moment-là, était une gauche affaiblie, c'était un score très bas, même s'il était un peu au-dessus, voilà, c'était un score très bas, très mauvais pour la gauche. Mais rapidement, j'allais dire, ce décalage, c'est complet. On ne peut pas dire que Jacques Duclos avait à l'époque, recouvert totalement l'espace de la gauche. Là, ce qui est un peu différent par rapport à ce qu'on avait connu jusqu'à présent, c'est que ça fait 2 élections que nous avons la même situation. Une gauche affaiblie, une gauche archi-dominée, qui reste archi-dominée. Et je crois qu'il faut tenir compte des deux phénomènes. C'est à l'issue de cette élection présidentielle du premier tour, la gauche a retrouvé un certain élan. Elle a gagné par rapport à l'élection précédente, mais elle reste dispersée, éclatée, déséquilibrée. Est-ce que c'est durable? On ne le sait pas. Jean-Luc Mélenchon a-t-il occupé l'espace de la totalité de la gauche? Impossible de le dire. Ce que l'on sait en tout cas, c'est qu'il a occupé l'espace qui était l'espace qui jusqu'alors était l'espace de ce qu'on appelait au fond la gauche de gauche, la gauche radicale, communiste inclus. Là, oui, là, à l'occasion de cette élection, il a occupé cet espace. Qu'est-ce qu'il en fera par la suite? Nous le verrons, mais ça ne se déduit pas, j'allais dire, du mouvement des urnes. Évidemment, ça dépendra de beaucoup d'autres choses. J'ai une dernière question, Roger. Jusque-là, on a beaucoup parlé de cartographie électorale, voire de géographie un peu de l'élection, des électorats. Ton travail a aussi beaucoup consisté à étudier la sociologie justement des votes. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la gauche, en l'occurrence, celui qui a porté haut la gauche, historiquement haut la gauche, Jean-Luc Mélenchon, a renoué avec le populaire, avec les classes populaires? Oui et non. Oui et non. C'est là encore difficile de porter une réponse, j'allais dire, unilatérale. Incontestablement, à l'intérieur de la gauche, la force dominante a rassemblé autour d'elle, j'allais dire, le plus important du vote populaire. Les sondages estiment en gros que Jean-Luc Mélenchon obtient des scores dans le monde, par exemple, ouvriers et employés, qui se situent quelque part entre 20 et 26, 27. Ça dépend des instituts de sondage. Cela dit, le constat qui ressort des sondages, c'est que la plus grande partie des catégories populaires soit s'abstient, et je rappelle que cette fois encore, les catégories populaires se sont abstenues bien plus que la moyenne, j'allais dire, d'une part, et d'autre part, une autre partie de ces catégories populaires continue de voter massivement pour l'extrême droite, Marine Le Pen en tout premier lieu chez les ouvriers, mais pas seulement.
Dans le fameux tiers dont tu parlais tout à l'heure, que sont les villes de moins de 3500 habitants. Voilà. Et quand on regarde alors la distribution, j'ai travaillé donc sur la répartition, j'allais dire les résultats corrélés au profil sociodémographique des communes françaises. Le constat, j'allais dire d'une certaine façon, est sans appel. Quand on regarde, quand on distribue, par exemple, les communes populaires en fonction de l'importance des ouvriers et des employés, on constate un phénomène qui est un phénomène massif. C'est dans ces communes, nous assistons à une concurrence entre Macron et Marine Le Pen pour le contrôle des espaces populaires, avec un avantage qui est un avantage bien installé à Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon, de ce point de vue, est distancé globalement dans le rapport aux catégories populaires. Par les deux, par les autres. Donc, Jean-Luc Mélenchon, d'une certaine manière, a représenté une partie des catégories populaires qui se reconnaissent encore dans la gauche, mais on ne peut pas dire qu'il a réussi. Ce qui est le grand problème de la gauche historiquement, qui montre que cette gauche, dans son ensemble, n'a pas remplacé ce qui avait été le rôle historique du Parti communiste, à savoir que les catégories populaires, majoritairement, ne se reconnaissent pas dans la gauche, et donc, soit vont vers la distance à l'égard de la politique organisée, et notamment du vote, soit, malheureusement, continuent de se réfugier vers l'extrême droite. De ce point de vue, Mélenchon aura réussi beaucoup de choses, il n'aura pas réussi l'objectif fondamental, comment la gauche peut-elle reconquérir les catégories populaires. C'est un objectif qui reste devant nous. Et on verra évidemment si tout ça se perpétue, ou en tout cas si ça se prolonge à la prochaine échéance, que sont celles des législatives. Merci Roger pour ce travail qu'on peut retrouver, j'ai dit tout à l'heure, sur le site regard.fr.